l'Assemblée. Moi, on me nomme Fadila Touboulanki, je suis cadre de banque. Et ce matin, je suis là pour animer le tout premier panel qui ouvre cet événement qui nous réunit sur le master du droit du numérique, les intérêts que cela porte de faire un master en numérique aujourd'hui. Alors, les monnaies numériques, aujourd'hui, on en parle partout et cette question nous amène à nous poser plein de questions. Traditionnellement, nous sommes habitués à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, et la monnaie divisionnaire, qui sont les pièces que nous manipulons habituellement dans le monde bancaire ou en fait dans la vie courante. Et aussi, nous avons les monnaies structurales, qui sont des fonds disponibles sur les comptes épargne et qu'on utilise pour des crédits ou des épargnes à travers des chèques de banque qu'on fait, etc. Aujourd'hui, il se fait que le monde a été envahi par les monnaies virtuelles numériques. Et il faut dire que l'avènement de ces monnaies échappe, je veux dire, on a l'impression que cela échappe un peu à nos institutions publiques qui avaient mis en place une bonne structure de régulation des anciennes monnaies. Et ce panel va nous permettre en fait de connaître ces monnaies naissantes et de questionner leur crédibilité ainsi que leur viabilité, de situer le Bénin par rapport à ces nouvelles monnaies naissantes, d'aborder la régulation des portefeuilles électroniques existants, de faire un état des lieux des politiques publiques au regard de la question, de s'enquérir des dispositions prises par les systèmes bancaires traditionnels face à cette nouvelle réalité et d'entrevoir les contributions du droit à l'accueil des monnaies électroniques, notamment en matière de protection du consommateur et de la criminalité liée à leur utilisation. Ainsi, le décor planté, je vais passer la parole à M. Amel Segbenou, ingénieur informaticien, comme il a dit, option système des réseaux sécurité, spécialiste en e-banking, expert en finance digitale. Il pourra nous expliquer de long en large ce que c'est que ces monnaies, les enjeux de cette monnaie, le risque, l'organisation des paiements et les enjeux de souveraineté. Alors, il va nous exposer ce terme et ensuite, nous allons prendre des questions à la suite de sa présentation et nous aurons ensuite M. Franck Bossa qui, lui, va intervenir par visioconférence et on pourra ensuite prendre des questions de compréhension à la suite. J'espère vraiment que ce panel pourra nous édifier, nous éclairer sur ce que c'est que la monnaie numérique pour nos frères, nos amis qui souhaiteraient se spécialiser dans le droit du numérique et mieux accompagner nos entreprises à mieux se défendre, à mieux faire l'usage de ces monnaies. Merci. Monsieur Serge, je vous passe la parole. Bonjour à nouveau. Alors, nous sommes sur un sujet d'actualité qui intéresse bon nombre d'entre nous. J'ai quelques informations à partager avec vous ce jour. Je ne me présente pas comme quelqu'un qui détient toutes les informations. Nous allons, au cours des débats, échanger. Je vais apprendre également de vous. Donc, je vais démarrer cette présentation en vous parlant de la monnaie numérique. Je vais la définir, vous parler des enjeux de la monnaie numérique et des risques cachés ou connus de tous de cette monnaie ou de ces diverses monnaies numériques. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons procéder à la définition de la monnaie numérique. Alors, de manière générale et légale, nous pouvons définir la monnaie numérique comme étant une monnaie stockée sur des mémoires électroniques de façon indépendante d'un compte bancaire. Alors, dans les catégories de la masse monétaire, elle s'oppose à la monnaie fiduciaire
il s'agit des pièces et billets, ou à la monnaie scripturale qui n'est d'autre que les comptes de dépôt. On peut aussi définir la monnaie numérique comme étant une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur et qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. Alors, nous pouvons dire que la monnaie numérique occupe à nouveau le devant de la scène. Et ça, c'est un sujet d'actualité pour tous. Il y a un certain nombre de monnaies que vous connaissez. Je vais les passer en revue en parlant des plus connues par ordre de classement. Alors, vous avez le Bitcoin, que tout le monde connaît un peu ici, qui suscite l'intérêt et la curiosité du grand public et des observateurs. Alors, en dehors du Bitcoin, vous pouvez constater de nos jours que vous avez Apple, Google, Facebook qui proposent également d'autres instruments des supports monétaires concernent bon nombre d'interrogations. Néanmoins, les innovations monétaires semblent suivre une dynamique forte qui résulte des innovations monétaires, une dynamique forte qui résulte de la maturité de grands groupes issus d'Internet, de création de technologies et de remise en cause de la finance traditionnelle au lendemain des crises financières. La circulation des monnaies électroniques s'effectue plus ou moins en marge du secteur bancaire, mais elle repose toujours sur la monnaie émise par la Banque centrale. En parallèle, se développent des monnaies virtuelles détachées de tout bien avec la monnaie publique. Et là, c'est là que le problème se pose. Et pour revenir à ce que disait M. Alao tout à l'heure, nous sommes exposés et nous avons besoin quand même d'être encadrés sur le plan juridique quant à l'utilisation de ces diverses monnaies. En parallèle, se développent des monnaies virtuelles détachées de tout bien avec la monnaie publique qui échappe à toute réglementation qui soit émise de façon décentralisée au sein d'un réseau utilisateur. Les monnaies électroniques concurrencent le monopole traditionnel des banques dans les réglementations. Il est à noter que les nouvelles monnaies numériques se multiplient de plus en plus. Elles sont de divers ordres, à savoir la monnaie électronique, la monnaie mobile et autres monnaies virtuelles, et elles apparaissent partout dans le monde et suscitent un attrait encore inédit jusque-là. Or, si le débat économique semblait court sur la question depuis les années 2000, les nouveaux supports monétaires réactivent l'interrogation et analysent les problématiques de fond restant la question de la dématérialisation, la position face aux monnaies privées. Le système bancaire hiérarchisé subit directement l'impact de ce phénomène et le système de paiement que nous connaissons est remis totalement en cause. Au-delà des aspects factuels, les nouveaux acteurs et les nouvelles monnaies numériques contestent la vision contemporaine de la monnaie puisqu'ils tendent à s'affranchir des institutions monétaires et bancaires. La mobilisation de la théorie monétaire s'avère alors inévitable car il devient nécessaire de clarifier la question de savoir en quoi les nouveaux supports sont ou non de la monnaie, voire une nouvelle forme de monnaie. Alors, en quoi ces monnaies virtuelles se différencient-elles des monnaies électroniques? Il existe plusieurs types de monnaies virtuelles. Vous avez des monnaies virtuelles qui circulent, circulant en circuit fermé au sein d'un groupe de joueurs en ligne. Alors, ceux qui font beaucoup plus de jeux en ligne doivent savoir de quoi il s'agit ici. Vous avez des jeux comme World of Craft of Gold. Les joueurs achètent une dotation initiale et ne peuvent ensuite acquérir et échanger des unités au gold que sont dans le jeu. Donc ça, c'est une monnaie qui est propre au jeu qui a été lancé. Vous ne pouvez pas la monnayer pour faire un achat de biens et marchandises. Vous avez également des monnaies virtuelles qui sont utilisables dans une communauté d'achat.
comme le Facebook Crédit, qui jusqu'en 2012 permettait de payer, d'acheter des produits virtuels comme les jeux sociaux en ligne ou les points Nintendo utilisables dans les magasins ou les jeux Nintendo. Ce type de monnaie s'achète, mais ne peut être converti en monnaie publique, au contraire de la monnaie lancée par Amazon en 2013, les Amazon Coins. La dotation initiale est perçue à l'achat d'une tablette quand les Amazon Coins servent à acheter des applications. La plus connue de ces crypto-monnaies, comme je le disais tout à l'heure, est le Bitcoin. Actuellement, elle est valorisée en bourse à environ 19 milliards de dollars. Et ces monnaies électroniques n'ont plus rien de virtuel. Alors, elle a été inventée en 2008 par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Alors, le Bitcoin vient du mot bit qui signifie unité d'information binaire et du coin qui n'est rien d'autre que la pièce de monnaie. Et elle est à la fois une monnaie cryptographique sur un réseau et un système de paiement de pair à pair. Alors, quand on parle de système de paiement de pair à pair, il s'agit simplement de paiements qui se font sans passer par l'intermédiaire d'une banque. Alors, le Bitcoin n'est pas une monnaie unique de ce type. Il y en a plusieurs d'autres, mais tous ont le même mode de fonctionnement. Il s'agit de monnaies alternatives qui, dans la mesure où elles n'ont cours légal dans aucun pays, et des monnaies électroniques basées sur les principes de la cryptographie. Alors, la cryptographie, retenez qu'elle permet de sécuriser les transactions en assurant leur confidentialité et leur authenticité. Alors, toutes les transactions du Bitcoin sont ainsi vérifiées et enregistrées dans un registre public que nous appelons le blockchain. Alors, il faut noter que ces diverses monnaies dont on parle, elles sont sans autorité centrale. Ces monnaies d'un nouveau genre échappent aux régulations classiques. Elles sont accusées de permettre des transactions illégales telles que la drogue, mais depuis la fermeture du Silk Road, un marché noir du Darknet en 2013, alors ces monnaies cryptographiques ne sont encore démocratisées car leur fonctionnement est encore très peu connu du grand public. Alors il y a un classement qui a été réalisé, comme je le disais, d'entrée de jeu, et ces monnaies, elles fonctionnent tous en fonction de leur valorisation boursière. Et sans surprise, vous retrouvez le Bitcoin qui arrive en tête avec une capitalisation boursière, comme je l'avais dit tantôt, de 19,4 milliards de dollars. Et vient ensuite l'Ethereum, qui est une chaîne de blocs lancée en 2015 qui utilise l'Ether comme moyen de paiement, qui est valorisé à ce jour à 3,9 milliards de dollars. Puis vous avez le RIP, qui est valorisé à 1,2 milliard de dollars pour se différencier du Bitcoin. Nombre d'autres de monnaies cryptographiques mettent en avant un anonymat total où cet anonymat est totalement ou partiel chez Bitcoin. Alors, il y a un sujet qui n'est pas un sujet nouveau pour nous. On aimerait savoir quand même le rôle de la Banque centrale avec ces émissions de monnaie qui fuitent de partout dans le monde actuellement. Il faut retenir que les promoteurs des monnaies virtuelles qui croient à l'avènement d'un monde dans lequel la circulation monétaire s'affranchirait de la mainmise de l'État, il est possible d'imaginer une société dans laquelle les paiements se feraient directement d'un agent à l'autre sans recours au système bancaire ou à la monnaie publique. La prolifération des monnaies virtuelles démultiplie les sources de la création monétaire et la concurrence entre ces monnaies privées battrait alors son plein. Pour se développer, les monnaies virtuelles doivent présenter des garanties en termes de stabilité et de sécurité. Alors, pour faire un parallèle à ce que vous connaissez aujourd'hui, avant que vous puissiez disposer d'une monnaie électronique, tout le monde, en fait, pour la majorité qui utilise un compte mobile, vous allez faire un dépôt.
Et il faut retenir que ces dépôts sont faits sur un compte. Et la Banque centrale est garant de tous ces dépôts qui se font auprès des opérateurs telco. Pour schématiser un peu, pour ceux qui n'ont pas l'information, à tout moment, la Banque centrale est en mesure de faire un audit. Ce qui veut dire quoi? Les opérateurs qui ont des comptes domiciliés au niveau de nos banques, avec lesquelles elles sont en partenariat, l'équivalent, je dis bien l'équivalent de la monnaie électronique en circulation doit forcément correspondre au dépôt en compte dans la banque. Je répète, l'équivalent de toutes les monnaies électroniques émises doivent obligatoirement correspondre au montant de l'opérateur en banque. La réglementation n'est pas venue avant la mise en place de ces monnaies. En fait, c'est cette monnaie qui a imposé la rédaction des lois qui aujourd'hui encadrent l'utilisation de ces monnaies et qui, jusqu'à présent, la Banque centrale travaille à être outillée pour mieux cerner ces monnaies et cerner les fraudes, pouvoir en fait mieux encadrer. Et ce sera pareil aussi pour les autres monnaies virtuelles comme le Bitcoin qu'on utilise aujourd'hui. En fait, ces monnaies se sont imposées à nous. Et vu qu'elles se sont imposées à nous et que c'est des monnaies de l'avenir et qu'on ne pourra pas y échapper, alors ce sera aux institutions publiques, aux États, aux banques centraux, au niveau des divers espaces que nous avons, de travailler en sorte de pouvoir mettre un mécanisme juridique en place pour encadrer l'utilisation de ces monnaies et voir le règlement des litiges qui naîtront de l'utilisation de ces monnaies. Aujourd'hui, le Bitcoin, par exemple, on peut convertir les monnaies traditionnelles en Bitcoin, mais l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui convertir le Bitcoin en francs CFA, en euros ou en dollars, si je me trompe. Sous réserve, en fait, que vous me le confirmez. Pas totalement légal, mais il y en a qui arrivent à le faire. Oui, mais ce n'est pas légal. C'est ce que je veux dire. En fait, légalement, aujourd'hui, à travers le monde, on ne peut pas convertir le Bitcoin. La pratique existe, mais il n'y a pas de test voilà, lié à ça. Donc, c'est un risque aujourd'hui pour ceux qui s'aventurent à utiliser ces monnaies. Il y a un risque qui est là. Mais dites-vous aujourd'hui, le marché financier est fait de risques. La bourse, c'est des risques. Et on ne peut pas se mettre en retrait. On est obligé de s'aligner, en fait, et travailler. C'est pour ça que moi, je félicite beaucoup IGIB Africa et le cabinet Les Betters, qui sont visionnaires et qui, aujourd'hui, veulent nous permettre d'avoir des cadres outillés en cette matière pour nous accompagner déjà dans la rédaction des tests que nous aurons à utiliser pour régir l'utilisation de ces monnaies. Je ne sais pas si je vous ai satisfait, mais on va peut-être reprendre M. Bossa qui est là. OK, M. Bossa, c'est bon? Non, on l'a perdu. OK. Donc là, on n'a pas pu avoir M. Bossa et on n'a plus que 10 minutes. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Je laisse M. Segbenou compléter. Non, je pense que vous avez entièrement répondu à la question. Mais pour faire plus simple, il ne serait pas possible de gérer une situation de quelqu'un qui se retrouve en difficulté avec une monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle, pour l'instant, elle n'a pas de lien juridique, même avec la monnaie publique que nous connaissons. Comme je disais tout à l'heure, oui, nous donnons du cash pour acheter le Bitcoin. Oui, mais ça, c'est une pratique. Mais elle n'est pas encadrée. Il n'y a aucun test qui régit encore cette pratique-là. Oui, tout se passera bien jusqu'au moment où l'individu se retrouvera en difficulté. Il va s'adresser à un homme de droit. Et l'homme de droit, normalement, ne pourra se référer qu'à des tests juridiques qui bordent normalement l'activité. Or, dans ce cas précis, pour l'instant, il n'y en a pas. Ça va venir, ça va suivre. Et comme l'a dit madame, c'est salutaire.
ce que EGB est en train de faire, ces personnes pourront se mettre ensemble pour proposer des tests. Parce que on n'a pas de vision, on n'anticipe pas. C'est quand le problème va survenir qu'on va commencer à chercher des solutions. C'est la raison pour laquelle je disais pendant mon intervention que tout à l'heure, j'avais été contacté par quelqu'un qui voulait accepter sa transaction dans cette monnaie virtuelle. Alors, c'est un paiement qu'il devait recevoir. C'est pas que je suis frileux, c'est simplement de façon honnête, je le lui ai dit de ne pas l'accepter parce que si la transaction tourne mal, il n'y aura personne qui pourra l'aider à résoudre cette situation. Il va perdre purement et simplement ses sous. Donc, il faut beaucoup être prudent. J'accepte le cadre de jeu où les gens arrivent à acheter des biens et services en circuit fermé. Que ça reste dans ce cadre, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, Monsieur Serge. Là, je vais prendre 2 questions. Il ne me reste plus que 8 minutes. Je prends la question de monsieur et ensuite, la dernière, ce sera Monsieur Alao et on va clôturer, s'il vous plaît. Le monsieur juste derrière la caméra et juste 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour. Moi, c'est Serge Diagon. Je suis conseiller juridique et puis clerc dans un cabinet notarié. Alors, je viens par ma contribution par rapport à la mobilisation de la succession. Parce que quand on parle de monnaie numérique, c'est un patrimoine et qu'il va falloir, en termes de succession ou de régime matrimonial, mobiliser ou reconstituer. Et je pense que c'est une belle initiative, cette plateforme, parce que si en cas de décès, il n'y a pas de testament ou qu'il y en avait et qu'il faut mobiliser ce patrimoine-là aux descendants, je me demande bien sûr le plan juridique, comment est-ce que cette monnaie numérique-là pourra être mobilisée, reconstituée au profit des bénéficiaires. Et je pense que c'est un large champ d'ouverture sur lequel je pense que le droit doit pouvoir se lancer, un chantier de reformulation de cette gestion du patrimoine qui n'est quand même pas négligeable aujourd'hui parce que en tant que jeune déjà à l'âge de 18 ans, tu as la possibilité déjà de préparer ton testament parce que tu as de la propriété. Et vu que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont dans la monnaie numérique, je pense qu'il est important déjà que des réflexions soient menées dans ce sens. C'était ma contribution. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette contribution. Elle est vraiment intéressante. Là, je vais donner la parole à M. Alao. Il ne nous reste plus que 6 minutes et on va clôturer. Merci. Merci, Madame Fadilat. Alors, je suis Alao, je suis participant. Ma question, j'ai une question que je ne vais pas poser, mais je vais faire une contribution par rapport à la question de M. Mocho. Merci. Je pense que ça a un peu rapport à la question de la souveraineté juridique dans cette ère numérique. Quand il demande est-ce qu'on ira en Chine, est-ce qu'on ira en Thaïlande, effectivement, toutes les innovations qu'on nous envoie ont leur siège. En tout cas, dans les contrats, quand on rédige les contrats, on dit élection de domicile. Ils ont tous élu domicile dans des pays lointains, on va dire ça simplement, pour le Béninois que je suis, aux États-Unis, en France, en Belgique. Et généralement, quand on a des difficultés, on n'a pas vers qui se retourner. Alors, on a espéré qu'avec le code du numérique, on ait une précision. Comme si l'État retrouve un orgueil et demande à ce que ces gens, lorsqu'ils contractent avec les nôtres, élisent domicile chez nous pour qu'on puisse savoir où aller. Mais il faut dire que nos États face à un seul membre de GAFA, c'est déjà assez déséquilibré.
Et on espère qu'il y ait un orgueil plutôt sous-régional pour obliger, comme ce qui se fait en France aujourd'hui avec Facebook Inc. et Google Inc., obliger ces institutions, ces pays, ces entreprises à venir installer des sièges locaux pour permettre aux gens de pouvoir faire des recours valablement et auprès des juridictions qui sont les leurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alao. Là, on est au terme du premier panel. On aurait souhaité prendre toutes les questions, mais on ne pourra pas. Je vous conseille en fait d'aller sur... Il y a une retransmission directe actuellement sur Facebook et vous pourrez retrouver le lien et laisser vos questions. On pourra vous répondre. Il y a Monsieur Bossa qui est revenu. Je crois qu'on va lui laisser quelques minutes pour clôturer ce premier panel. Et à sa suite, on va faire la conclusion et laisser la place à d'autres panels. Je vous remercie. Je remercie beaucoup l'assistance pour les participations. Je sais qu'on aurait laissé la parole à chacun. Il y aurait beaucoup de choses à apprendre. Mais malheureusement, le temps ne nous l'autorise pas. Alors, on va prendre M. Bossa pour nous donner quelques conseils et clôturer ce premier panel sur la monnaie numérique. Monsieur Bossa? Oui, on vous entend. On vous entend faiblement. C'est mieux maintenant. Merci. Je retiens essentiellement que la question relative vers qui se tourner sur ces monnaies qui sont numériques aujourd'hui. Oui, effectivement, quand vous regardez le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est les monnaies les plus utilisées aujourd'hui dans le monde. Mais il faut quand même savoir qu'on en a plus de 700 de ce type-là. Dans tout le monde entier, on répertorie à peu près 700 monnaies de ce type et ça vient de partout. Mais la particularité que le Bitcoin et puis ses frères ont aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas d'organe central qui vient gérer le Bitcoin. La plupart de toutes les personnes qui gèrent le Bitcoin, c'est vraiment dans le blockchain, donc chacun a une base de données et vient rajouter des valeurs d'échange et il n'y a pas de support physique, tout est virtuel. Donc, quand vous voyez ce genre d'activité, vous vous demandez, mais à ce moment, comment nous pouvons nous rassurer effectivement que nos transactions du jour au lendemain, qui sont gérées par les serveurs, les applicatifs, ne pourraient pas disparaître. Et c'est là toute la question de la réglementation qui doit vraiment venir. Et quand je vais un peu plus loin, je me dis, nous qui sommes vraiment en manque de réglementation et qui n'ont vraiment pas de structure qui soit très anticipative par rapport à ce genre de choses, ça nous appelle un peu plus à la prudence, ça nous appelle un peu plus à la gestion de nos investissements et de savoir que si nous faisons ce genre d'investissement, pour le moment, ça reste très sujet à une initiative personnelle et qui est moins contrôlée que ce n'est contrôlé que par celui qui émet. Vous voyez les taux de change qu'on a par exemple sur le Bitcoin et autres. Un Bitcoin vous vaut aujourd'hui peut-être 1 euro, 1,3 euros, pendant que le franc CFA à 600, par rapport à l'euro est à 650. Donc vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire, c'est vrai, mais en même temps, vous devrez être quand même assez prudent par rapport à ça. Par contre, par rapport aux monnaies électroniques, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus sécurisé sur lequel on peut l'utiliser en toute transparence. Et quand j'entends la dernière question, je n'ai pas suivi la dernière intervention, je n'ai pas suivi depuis le début, mais je comprends. Et aujourd'hui, il y a des dispositions dans les EME, donc les établissements de monnaie électronique des opérateurs, pour que s'il y a un décès d'un détenteur de portefeuille électronique, qu'il y a un process qui est mis en place pour pouvoir rembourser les ayants droit qui auraient été définis. Même si à l'ouverture du compte n'a pas été défini d'ayants droit, quand le conseil de famille se réunit et décide des ayants droit comme des enfants à majorité, tel que le monsieur l'a donné tout à l'heure,
effectivement, on peut te rembourser, l'opérateur peut te rembourser. Donc il y a des choses comme ça, mais sur les monnaies virtuelles, encore une fois, comme il n'y a pas d'organe central qui gère ce genre de choses, qui régule, effectivement, vous ne pourrez pas, pour le moment, en tout cas, je n'en connais pas, à part à l'initiative de celui qui a mis en place son groupe d'échange de valeurs en Bitcoin ou autre, qui peut prendre ce genre lui-même de décision pour pouvoir rembourser la deuxième. Donc, vraiment, nous sommes dans une ère nouvelle et je pense qu'on pourra toujours continuer à discuter, à échanger. Il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, qu'on pourrait dire. Nous, on reste à disposition. Nous remercions vraiment le régime et le cabinet pour avoir eu ce genre d'initiative. Nous restons à disposition et pour apporter à chaque fois plus de partage d'expérience. Merci, Monsieur Bossa. Monsieur Segbenou, vous avez un mot à dire, s'il vous plaît? Je crois que M. Bossa a utilisé un mot qui va falloir vraiment utiliser dans de pareilles circonstances. La prudence, beaucoup plus de prudence pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait des tests qui nous encadrent et qui nous disent la conduite à tenir quant à l'utilisation des nouvelles monnaies qui fusent de partout. Elles sont pratiques, elles sont rapides, mais nous ne sommes pas à l'abri. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur Segbenou. Je remercie Monsieur Bossa et je remercie tout le public. Je remercie surtout IJB Africa et les bêteurs qui, par ce canal, nous a permis quand même d'échanger. Et pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont restés connectés sur le Facebook, on sait un peu plus aujourd'hui sur les nouvelles monnaies numériques. Et ce sera le premier panel. Je vous encourage à rester jusqu'au 10 pour la suite des autres panels qui seront aussi riches que celui-là. Je vous remercie.